Merci beaucoup d'être venu à ce cours pendant les vacances scolaires. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'environnement. C'est un sujet qui pourrait en soi faire toute une série de cours. C'est vaste. Et donc, j'ai fait un choix de traiter certains aspects. Je ne serai pas exhaustif, malheureusement. Mais je voulais souligner que le séminaire qui suit le cours par Vincent Collot sera en lien proche entre le cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine prochaine, et ça sera aussi en français. Donc je vais compter beaucoup sur ce qui va être dit dans ce séminaire pour couvrir certains aspects que je n'aurai pas moi-même le temps de couvrir. Mais on va commencer. Donc la question qui se pose, c'est à quel point l'environnement peut avoir un impact sur les processus épigénétiques dont je vous ai parlé depuis plusieurs semaines maintenant. Nous savons que l'environnement peut avoir un impact sur nous, sur notre physiologie, sur la manière d'être et la santé et l'état des organismes en général. La question qui se pose aussi, c'est quel est l'impact du climat, de ce que nous mangeons, la nutrition, de la pollution, du stress et le vieillissement sur notre état épigénétique et sur ce que j'appelle notre épigénome. Donc je vais venir sur la définition de l'épigénome dans un instant. Donc comme vous voyez, effectivement, les questions sont vastes. Donc ici, en fait, c'est une diaporama que j'avais utilisée lors de mon premier cours, mais je n'ai pas pu passer beaucoup de temps dessus. Et donc aujourd'hui, je vais effectivement vous expliquer de quoi je parle quand je parle d'épigénome, d'épigénétique, et de quoi je parle quand je parle de l'environnement. Et donc, quel est l'impact finalement de tout ça, de notre environnement plus ou moins pollué, de la nutrition et les changements au cours du vieillissement qui sont en partie peut-être liés à des changements aussi et l'input de notre environnement. Donc voilà, il y a plusieurs aspects de ce qu'on peut appeler l'environnement. Il y a ce qu'on peut appeler le stress, et déjà ça pourrait être un cours en soi, qu'est-ce qu'on définit comme stress, mais le stress, vous allez voir un petit peu dans le séminaire aussi, on parle là en fait des changements abrupts de climat par exemple, ou de température ou d'autres changements environnementaux. Les toxines et les polluants, ça c'est un aspect aussi qui est très important pour notre état de santé et la manière que finalement les phénomènes épigénétiques sont touchés par les toxines et les polluants est un champ qui est en train d'être étudié de manière approfondie, mais nous manquons beaucoup d'informations. Notre manière de vivre, notre rythme de vie, le rythme de vie de n'importe lequel organisme est aussi important. Et en fait, je voulais quand même souligner quelques autres questions sur lesquelles je vais revenir. Alors, à quel point finalement l'impact de l'environnement sur nous, sur notre état ou sur l'état d'un organisme est réellement épigénétique. Et quand je dis épigénétique, je pense que vous avez compris maintenant que pour moi, l'épigénétique est la notion finalement d'héritabilité. À quel point les changements qui sont induits par un changement de l'environnement sont stables et à quel point ils sont transitoires, réversibles. À quoi sont dus les changements épigénétiques qu'on voit à certains gènes? Pourquoi certains gènes sont touchés et pas d'autres? Vous allez voir, c'est une question qui reste complètement ouverte. Et à quel point finalement les changements épigénétiques peuvent avoir un impact sur notre phénotype, les caractères, donc au cours du développement, sur la physiologie, le comportement et la pathologie. Et surtout, je pense ce qui est intéressant, c'est dans un contexte programmé à quel point ces changements peuvent être réversés, et aussi dans un contexte pathologique à quel point les changements épigénétiques peuvent aussi être effacés, réversés. Donc, quel est l'impact du stress et de l'environnement aussi, non seulement sur nos gènes, mais aussi sur les éléments répétés, les éléments transposables
Alors aujourd'hui, je vais à peine parler de cet aspect-là, mais pour moi, je pense que c'est vraiment là où les changements épigénétiques les plus majeurs qui peuvent avoir un impact sur un état d'un organisme et même au cours des générations, c'est là où en fait les changements épigénétiques les plus importants jouent leur rôle. C'est au niveau des éléments transposables, les éléments répétés. Donc je vous avais parlé un petit peu de ces éléments répétés au cours des précédents séminaires et cours, mais là vous allez entendre cet après-midi avec le séminaire à quel point ces répétitions pourraient être des cibles de changement épigénétique et aussi des cibles pour l'environnement pour moduler leur état d'activité, leur état d'expression et leur mobilité. Et je pense qu'effectivement, pour certains organismes, les mécanismes épigénétiques ont même évolué pour gérer les répétitions dans notre génome. Et donc le dernier point, en fait, est finalement le début du cours de la semaine prochaine. À quel point les changements épigénétiques qui sont induits par le stress ou par d'autres phénomènes, et que ça peut aussi être des changements sporadiques, à quel point ces changements peuvent être transmis à travers les générations. Et donc ça, c'est la question de la semaine prochaine, mais comme je l'ai dit, le séminaire tout à l'heure va aussi traiter cet aspect-là. À quel point un changement épigénétique induit dans un individu peut être transmis à la progéniture et sur combien de générations, quels sont les mécanismes qui permettent ce type de transmission et quels sont les mécanismes qui effacent ces changements épigénétiques. Et chez les mammifères, dans la plupart des cas, nous pensons effectivement que les changements épigénétiques qui peuvent être induits par l'environnement sont, dans la plupart des cas, bien effacés dans la ligne germinale. Mais vous allez voir qu'effectivement, dans certains cas, ce n'est pas tout à fait vrai. Et chez les plantes, ce n'est pas la règle du tout. Donc je voulais revenir sur cette utilisation du mot épigénomique et le mot épigénétique. Je vous rappelle que l'épigénétique, la notion d'épigénétique qui a été définie, qui a été émise par Robin Holliday et Art Riggs depuis les années 70, 80, 90 maintenant, c'est tous les changements d'expression de gènes ou de fonction du génome qui peuvent être stables et transmis au cours des divisions cellulaires ou à travers des générations, mais qui n'impliquent pas des changements au niveau de la séquence de l'ADN de l'organisme ou de la cellule. Donc ça, c'est la notion d'épigénétique. Et alors, la notion d'épigénomique est venue à la suite du séquençage des génomes, de notre génome, du génome de plusieurs organismes. Et l'étude du génome a permis, enfin l'assemblage de ces génomes, a permis ensuite une lecture de l'état de la chromatine ou de l'expression ou d'autres états, donc ça peut être aussi les changements de temps de réplication ou le changement d'organisation dans le noyau, des interactions entre les séquences différentes d'ADN. Donc tous ces états peuvent être nommés comme étant de l'épigénomique. En fait, c'est des changements associés au génome qui sont présents dans toutes les cellules de l'organisme. Donc, grâce à la génomique, nous avons maintenant une vision, une lecture de nos épigénomes. Et alors, ici, ce que je vous montre de manière très schématique, c'est que dans chaque corps, chaque cellule, a priori, dans la plupart des cas, avec quelques petites exceptions, toutes les cellules ont le même génome. Je suis revenue sur ce point plusieurs fois. Par contre, il y a plusieurs épigénomes. Donc les états d'expression des gènes, des marques de la chromatine associées et d'autres changements associés peuvent être différentes et sont différentes entre les différentes cellules et différents tissus. Donc un génome, plusieurs épigénomes. Et alors, je voulais quand même souligner que ces épigénomes sont mis en place au cours du développement ou à la suite de certains signaux. Donc ici, la signalisation qui déclenche les changements d'expression génique, par exemple, au cours du développement, qui peuvent être liés à
l'information de position dans l'embryon, des contacts intracellulaires, des facteurs de croissance. Ces voies de signalisation vont finalement déclencher la présence ou l'absence de certains facteurs qui vont s'associer à l'ADN, à notre génome, mais de manière ciblée. Et ces changements peuvent ensuite être transformés dans des états chromatiniens, dans des épigénomes. Et ces épigénomes peuvent être transmis de manière héritable ou pas. Donc un épigénome n'est pas forcément épigénétique, dans le sens épigénétique héritable. Donc voilà, il y a plusieurs épigénomes, mais ces épigénomes peuvent fluctuer d'une division cellulaire à l'autre ou peuvent être stablement transmises. Et donc l'idée, c'est qu'il y a quand même certains changements épigénétiques qui peuvent être stables, comme la méthylation de l'ADN ou certaines modifications des histones et les protéines associées, polygones, comme je vous avais décrit il y a dans mes autres cours. Donc il y a des états somatiques qui sont héritables et où on ne peut plus revenir en arrière, même quand le signal a disparu. Donc le signal qui a déclenché une expression, un profil d'expression dans un embryon ou dans un tissu particulier, ces signaux peuvent être perdus et si l'état est propagé stablement, effectivement, là il s'agit des changements épigénétiques. Et donc, les épigénomes présents dans ces différents types cellulaires peuvent participer à cette héritabilité. Alors, il y a un point qui est important, qui est que dans certaines situations, et là nous arrivons à l'environnement, nous pouvons déclencher un changement de l'épigénome, et ce changement peut être lu. Vous allez voir, on peut avoir des changements au niveau des marques de la chromatine, les gènes qui sont exprimés et l'organisation en général, mais ces changements ne sont pas forcément stables. Il peut y avoir un déclenchement d'un pattern ou un profil d'expression particulier ou de certaines modifications de la chromatine qui peuvent être très transitoire et disparaître une fois que le signal est parti ou très rapidement à la suite du signal. Ou on peut avoir aussi des déclenchements des changements d'état, que ce soit des états normaux ou pathologiques, qui peuvent être transmis de façon stable. Et donc c'est un petit peu de ce type d'épigénome altéré dont je vais vous parler, que ça soit altéré dans un contexte développemental ou dans un contexte environnemental. Quels sont les changements épigénomiques que nous pourrions détecter dans différentes conditions et quel est l'impact phénotypique de ces changements? Donc là, vous allez voir à la fin du cours, causes et conséquences sont très difficiles à distinguer toujours, mais il y a certains modèles où des changements épigénétiques et épigénomiques programmés existent dans la nature. Et donc, je vais vous parler de certaines de ces situations chez les plantes, chez les insectes, et aussi, si j'ai le temps, je vais terminer aussi, un petit peu sur ce que nous savons au niveau des mammifères aussi. Donc je voulais vous rappeler, ici c'est un schéma très simpliste d'une cellule, le noyau, le cytoplasme, et donc les signaux de différenciation au cours du développement ont un impact sur l'activité des gènes. Donc ici c'est un gène, je dirais, classique comme défini il y a maintenant plusieurs décennies, avec la région codante qui produit un ARN, la région promotrice et les séquences régulatrices qui sont situées à proximité ou parfois beaucoup plus loin du promoteur. Et ici, il y a des facteurs spécifiques de transcription qui peuvent venir s'associer pour déclencher l'expression des gènes. Donc, une vision plus moderne du gène est montrée ici avec l'ADN embobiné en forme de nucléosome, la chromatine, et des modifications des histones qui maintenant peuvent distinguer un état d'un autre très spécifiquement. Donc la région transcrite du gène associée avec certains types de modifications des histones, comme je vous montre ici, H3K4 triméthyle, H3K36 triméthylé.
Et il y a aussi des changements au niveau de l'ADN méthylé, de la méthylation de l'ADN, cette fameuse marque. Donc je pense que vous avez compris qu'effectivement la plupart des îlots CPG dans notre génome ne sont pas méthylés, ils sont protégés de cette méthylation très certainement par des facteurs de transcription qui sont associés. Mais il y a aussi de la méthylation qui est trouvée dans la plupart du génome, qui est située en fait dans la région transcrite du gène. Et cette méthylation, nous ne savons pas exactement quel rôle elle joue, si elle joue un rôle, mais en tout cas, elle est bien présente. Alors, ici, ce que je vous montre, c'est encore pour insister sur le point que finalement, ce qui est important au départ pour changer un état d'expression d'un gène, c'est la liaison avec des facteurs qui s'associent avec l'ADN régulatrice d'un gène. Et c'est ces facteurs de transcription qui sont importants pour déclencher l'expression, qui font venir la polymérase et qui va, elle, transcrire le gène. Alors, avec les facteurs de transcription, et pour aider l'association avec ces facteurs de transcription, dans certains cas, il y a de la machinerie qui va changer l'état chromatinien autour. Donc, il y a les histones méthyltransférases, les histones désacétylases, etc., qui peuvent se trouver associés avec les régions régulatrices, mais aussi ailleurs sur le gène et sur des régions à plus longue distance. Donc, ce qui est important ici pour moi à retenir, c'est qu'effectivement, pour initier ces changements, il faut des facteurs de transcription qui vont reconnaître des séquences spécifiques de l'ADN. Ça peut être aussi des ARN non codants, comme dans les cas il y a 2 semaines que je vous avais décrit pour les gènes soumis à l'empreinte et pour l'inactivation du X. Mais en tout cas, il doit y avoir une reconnaissance de certaines régions pour que ces protéines impliquées dans la chromatine puissent être ciblées correctement. La plupart des facteurs de la chromatine qui vont modifier des histones ou ouvrir la chromatine, aider l'ouverture de la chromatine, n'ont pas la capacité elles-mêmes d'aller reconnaître la séquence. Donc, c'est quand même le génome, notre ADN, est quand même clé pour ce type de reconnaissance ciblée et spécifique. Certains de ces changements, comme la méthylation de l'ADN au niveau des promoteurs, peuvent être ensuite transmis de manière stable au cours de la division cellulaire, comme je l'ai défini lors de mes premiers cours. Polycom et trithorax peuvent aussi s'associer et peut-être peuvent être transmis au cours des divisions cellulaires. Donc c'est ici que le maintien d'un état peut être assuré une fois que les facteurs qui reconnaissent certaines régions ont fait leur travail de ciblage. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une situation où, effectivement, il y a un changement environnemental, que ce soit un changement hormonal ou de la température ou d'un état de nutrition? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est la grande question qui reste, vous allez voir, même dans les cas, les exemples les mieux connus, nous savons vraiment très peu de choses sur le lien entre le signal environnemental et la nature des voies qui sont déclenchées pour changer l'état d'activité des gènes. Donc les 3 points d'interrogation sont, je pense, dans la plupart des cas présents, malheureusement. Nous savons très très peu sur les voies de signalisation ou les changements qui font qu'un stress ou un changement environnemental peut déclencher un changement d'activité génique ou de l'état de la chromatine. Et il faut aussi souligner que très souvent, on peut aussi imaginer qu'il y a certains événements stochastiques qui font que certaines marques peuvent être perdues ou que les facteurs ne sont pas aussi bien associés à une région régulatrice que d'autres. Et dans ces cas-là, effectivement, nous pouvons avoir un changement d'état. Donc là où il y avait un état d'expression ou un état de répression relativement stable, dans un contexte de signal environnemental, nous pourrons changer, soit activer de manière aberrante une région, soit l'éteindre de manière aberrante. Et donc, ce changement peut être suivi par une fixation de cet état de façon relativement stable. Et donc, par exemple, ici, je vous montre une situation où finalement un gène qui était activement transcrit devient éteint et ensuite, peut-être, ensuite ou en parallèle, méthylé au niveau de son îlot CPG. Alors,
toute la question est comment finalement on passe de ce signal à ces changements épigénétiques de statut et bien sûr quel est le phénotype associé, s'il y a un phénotype associé avec tel ou tel gène qui change un statut. Et l'autre point très important que je veux souligner, c'est que dans certains cas, effectivement, ces changements peuvent être plus ou moins stables. Et ça, c'est vraiment l'essence de l'épigénétique. C'est très souvent, les changements peuvent être stables sur un certain nombre de divisions, ou même sur un certain nombre de générations, vous allez voir, mais peuvent être réversés de manière spontanée ou avec de l'aide d'un changement ou d'un traitement. Donc c'est des états, on peut les appeler des états métastables de fluctuation d'activité ou inactivité plus ou moins propagée. Donc je voulais juste vous soulignez l'importance finalement de l'état épigénomique et l'éventuel effet épigénétique que je viens de vous décrire. Donc, comme je l'ai dit, certains changements au niveau de la chromatine peuvent être transitoires, d'autres peuvent être gardés à plus long terme. Certaines sont propagées au cours des divisions cellulaires et peuvent avoir un impact sur les tissus somatiques, et d'autres peuvent être même héritées au cours de la méiose. Alors, les états épigénétiques peuvent bien sûr être influencés par la variabilité génétique. Donc, cet état, par exemple, métastable dont j'ai parlé, peut être très fortement influencé par la séquence en question. Et nous savons de plus en plus maintenant qu'effectivement, la plupart des organismes sont extrêmement polymorphes dans la nature. Les deux allèles de chacun de nos gènes portent souvent des différences et que ces différences de séquences peuvent avoir un effet sur l'état épigénétique de tel ou tel gène et sur sa capacité de propager cet état. Et ça, c'est, je pense, une question qui est vraiment en train d'être explorée grâce, vous allez voir, aux technologies qui nous permettent maintenant de lire et le génome, donc la séquence, les polymorphismes, et l'épigénome qui l'accompagne. Donc, vu ce que je viens de vous dire, effectivement, pour chaque individu, chaque organisme, ou même chaque tissu, on peut imaginer qu'on peut avoir plusieurs épigénomes possibles dans une population des cellules. Et alors, le défi pour nous, pour les gens qui travaillent sur ce type de questions où on veut identifier les changements chromatiniens ou d'expression de gènes dans un organisme ou dans une voie particulière, c'est de décortiquer cette information. Parce que quand on regarde les épigénomes, en fait, on ne regarde pas une cellule, on regarde des populations des cellules, on regarde donc des populations des éventuels épigénomes. Donc ça, c'est un point important qui n'est pas du tout réglé parce qu'il y a très peu de techniques qui nous permettent de regarder, par exemple, l'état chromatinien d'une cellule simplement. Nous pourrons, par contre, regarder l'état d'activité d'une cellule au niveau de son expression génique, au niveau de sa transcription. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui nous permettrait de distinguer ou d'évaluer le degré de mosaïcisme dans une population de cellules. Mais en tout cas, pour le moment, nous avons déjà cette information, même si c'est basé sur des populations de cellules, sur des épigénomes entiers de différents organismes ou différents tissus et lignages. Donc, un point très important, c'est qu'effectivement, nous pouvons maintenant avoir accès à beaucoup de données épigénomiques à haute résolution. Et ça nous permet de regarder au cours du développement, dans différents lignages, différents tissus, et aussi à la suite de différents changements environnementaux, quels sont les mouvements, les changements qui ont lieu. Et alors, je veux juste souligner les technologies. Je ne vais bien sûr pas rentrer dans les détails, mais nous avons donc maintenant la capacité, avec des anticorps qui sont ciblés spécifiquement contre certaines modifications des histones ou contre la méthylation de l'ADN, nous avons la capacité de mélanger l'anticorps avec les cellules en question, de voir finalement où sont fixés tel ou tel facteur de transcription, où est présente telle ou telle modification d'une histone.
Et nous pouvons ce qu'on appelle immunoprécipiter l'ADN qui est associé avec ces changements grâce à ces anticorps et ensuite le lire. En fait, nous faisons ce qu'on appelle cette immunoprécipitation de la chromatine et ensuite l'ADN peut être extrait et séquencé. Et donc nous arrivons avec des cartes comme ça, et ici vous voyez une carte, je vais revenir sur la même, où il y a plusieurs gènes, et nous pouvons voir où se trouve un enrichissement de tel ou tel facteur à telle ou telle position extrêmement précis. On peut aussi regarder l'organisation des chromosomes dans le noyau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chromosome conformation capture. Ça permet de capter toutes les séquences qui sont proches entre elles en 3 dimensions. C'est aussi très important pour nous donner une idée de l'organisation justement des chromosomes dans différentes situations. Et évidemment, nous avons accès aussi à la transcription et aux ARN qui sortent d'une population de cellules. Donc nous pouvons extraire l'ARN, le reverse transcrire, en fait créer de l'ADN à partir de l'ARN qui nous permet de le séquencer aussi à très haut débit et d'avoir une résolution vraiment extrêmement haute de l'expression de différentes séquences et aussi des petits ARN qui peuvent être associés et des ARN non codants. Donc, à partir d'une population de cellules, nous pourrons faire toutes ces différentes approches et avoir une lecture intégrée de tous ces changements. Et ça, c'est très important. Alors ici, je vous montre simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la technologie qui a permis ceci. Bon, bien sûr, au départ, c'était la capacité de séquencer l'ADN, et maintenant, avec des nouvelles technologies qu'on appelle les Next Generation Sequencing Technologies, nous avons la possibilité, à partir de très peu finalement de fragments d'ADN, de les mettre, de les ajouter sur une sorte de puce et de pouvoir les lire, de séquencer sur ces puces de manière extrêmement efficace et donc du coup de générer des milliards de séquences qui représentent soit un génome entier, soit un transcriptome entier, soit un état de la chromatine à l'échelle du génome. Et alors, voilà le type de paysage que nous obtenons. Donc ici, en fait, je vous montre, c'est un anticorps contre une modification des histones, H3K4 triméthyl, H3K27 triméthyl. C'est 2 modifications qui sont un peu opposées dans leur activité, dans leur corrélation avec un état d'activité. Mais ici, vous voyez, c'est dans des cellules souches embryonnaires. Je vous avais présenté ça un petit peu pendant le cours de l'inactivation du X. Et vous voyez, il y a plusieurs gènes ici. Les gènes sont montrés en bas. Et vous voyez qu'il y a des régions qui sont enrichies, en fait, et en H3K27 triméthyl et en H3K4 triméthyl. Et il y a d'autres régions qui ne portent pas du tout ce double marque. Donc il y a des régions qui sont marquées de façon, on va dire, active et inactive, et nous pensons que cette double marquage, en fait, correspond à des gènes qui ne sont pas encore activés, mais qui sont prêts à être activés. Donc on appelle ça des marques bivalentes. Je ne vais pas parler beaucoup de ça aujourd'hui, mais je voulais quand même vous montrer à quel point nous avons donc une lecture sur différents gènes, comme vous voyez ici, de l'enrichissement exact de ces différentes modifications. Et cette technologie permet aussi de lire de manière allèle spécifique les différentes marques. Donc, je vous avais parlé de l'empreinte la semaine dernière et il y a 2 semaines et de l'inactivation du X. Et donc, vous voyez ici, pour 2 autres marques qui se retrouvent sur 2 gènes, un gène qui est non soumis à l'empreinte et un autre gène qui contient plusieurs micro-ARN qui sont soumis à l'empreinte, avec l'information de la séquence des souches qui ont été utilisées. Donc là il s'agit d'une souris, hein, nous pouvons distinguer l'allèle paternel de l'allèle maternel et montrer qu'effectivement ici cette marque-là et l'ARN qui correspondent à cette région-là provient que de l'allèle paternel ou maternel et pas de l'autre allèle qui est montré ici. Donc ça c'est l'allèle Castaneus, là c'est l'allèle 129. Donc voilà, nous avons une précision et une finesse de lecture qui nous permet maintenant d'étudier de manière beaucoup plus ciblée les changements épigénétiques et épigénomiques dans différentes situations. Donc ici, je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails, mais simplement pour vous dire que ces cartes permettent maintenant d'annoter des régions importantes pour réguler des gènes. Donc les éléments régulatrices peuvent être identifiés grâce à certains types de modifications des histones.
Et donc, si ça vous intéresse, lisez, il y a le Nature de septembre 2012, il y a tout le projet ENCODE qui est dedans, qui pourrait être intéressant. On peut regarder de manière allée spécifique, comme je l'ai dit. On peut avoir des signatures qui sont spécifiques d'une identité cellulaire. Donc, ça nous permet vraiment de regarder quelle est la signature d'expression de certains gènes, mais aussi non seulement une expression qui est présente ou absente, mais une expression qui pourrait être déclenchée. Comme je l'ai dit, par exemple avec les marques bivalents, on peut avoir une combinaison de marques qui vont dire, ben voilà, ce gène, il n'est pas encore exprimé, mais avec tel ou tel signal, il va pouvoir être exprimé. Aussi, nous pourrons regarder au cours du développement et dans la pathologie et essayer de trouver finalement les séquences qui sont ciblées par certains changements au niveau de la chromatine et d'autres, qui pourraient nous guider pour comprendre dans certaines situations, comme dans des cas de choc ou de stress environnemental, qu'est-ce qui est important au niveau des séquences ou des gènes qui pourraient être réellement impliqués dans les changements de phénotype observés. Et ici, je vous montre juste un dernier exemple, qui est la situation du paysage épigénomique des cellules dendritiques à la suite d'un stimulus d'un pathogène, en fait. Ce qui a été fait, c'était à la suite de cette infection pathogénique, toutes les 2 heures, les cellules ont été prélevées et ils ont été étudiés pour l'expression de l'ARN, la présence de la polymérase, la présence de différentes marques des histones, comme ici, et la présence ou absence de différents facteurs de transcription. Et ici, ça vous montre à quel point nous pouvons voir qu'effectivement, à 0 heure, il n'y a aucune transcription de ces gènes ici, mais juste 2 heures après stimulation, on voit qu'effectivement, les gènes commencent à être transcrits. Donc, les gènes qui sont transcrits, qu'est-ce qui les déclenche? Et là, les auteurs ont pu regarder au niveau des différents facteurs de transcription qui pourraient être éventuellement intéressants, que dans certains cas, les gènes qui sont déclenchés par le pathogène sont déjà liés avec certains facteurs de transcription, comme vous voyez ici. À 0 heure, il y a déjà la liaison de ce gène avec ce facteur-là. Et que dans d'autres cas, il n'y a pas encore une liaison, ça arrive beaucoup plus tard, comme vous voyez ici. Donc, je voulais vraiment insister sur l'importance de ce type de vision que nous avons maintenant des changements. J'insiste parce qu'en fait, vous allez voir que c'est là où nous sommes et que pour toutes les études finalement qui sont faites au niveau des changements liés à notre environnement, nous sommes en train de décrire ces changements de cette façon-là. Ce qu'il faut vraiment pour comprendre qu'est-ce qui est cause et conséquence, avoir vraiment une idée en 4 dimensions, 3 dimensions au niveau des chromosomes et dans le temps, qu'est-ce qui change, quelles sont les régions qui sont touchées, et ensuite aller poser la question au niveau de tel ou tel gène qui change dans telle ou telle situation environnementale ou pathologique, est-ce que ça c'est la cause ou est-ce que c'est juste une conséquence? Donc ici, ce qu'ils ont pu conclure dans cette étude-là, ils ont pu vraiment identifier quels sont les facteurs qui sont déjà ciblés à certains gènes, qui sont clés pour la réaction des cellules après l'impact de ce pathogène. Et donc ça, c'est les facteurs, on va dire, pionniers et les facteurs primers, les facteurs de transcription qui sont déjà là et qui sont présents pour préparer le terrain, et les facteurs pionniers qui viennent vraiment ouvrir le gène et permettre son expression. Et puis d'autres facteurs qui viennent un peu plus tard et qui sont là pour permettre l'expression de tel ou tel gène dans telle ou telle situation particulière au cours de, dans ce cas-là, cette infection. Donc voilà, je pense que ça c'est un cas simplement pour illustrer le type de changement de paysage qu'on peut avoir, qu'on peut visualiser et ensuite qui peut être exploité pour tirer des conclusions par rapport à la nature des gènes et les natures des facteurs et la nature des changements chromatiniens qui sont importants. Alors, malheureusement, nous sommes loin de ça pour la plupart des changements environnementaux, mais c'est vers ça que le domaine essaie d'aller. Alors, donc les deux
Donc je voulais vous parler de deux situations qui sont des situations programmées, normales, de changements qui sont déclenchés par notre environnement. Donc un, c'est le cas de certains insectes qui peuvent donc changer totalement de caractéristiques, de phénotypes, sans changer de contenu génomique, donc les abeilles en particulier. Et je voulais aussi vous parler de certaines situations chez les plantes où effectivement un changement donc ici dans le cas des abeilles il s'agit de nutrition, vous allez voir, et des signalisations via des hormones. Et dans le deuxième cas des plantes, ici il s'agit de changements au niveau du climat qui sont essentiels pour le moment de floraison. Donc je pense que l'abeille pour moi représente un des exemples le plus frappants d'exemples épigénétiques qui est vraiment lié à un changement de nutrition. Donc à partir dans une ruche, on a donc les larves qui sont présentes peuvent avoir deux destins. Elles sont toutes nées de la même reine, mais ces larves peuvent avoir un destin quand il s'agit des femelles. Les mâles sont des haploïdes, donc on ne va pas vraiment parler des mâles, je suis désolée. On va parler encore que des femelles. Donc en fait, elles ont deux destins. Un destin, c'est de devenir reine, donc il y a une qui sera choisie pour devenir la reine, et toutes les autres vont devenir des pauvres ouvrières qui sont essentielles pour la vie et le bien-être de toute la ruche. Donc la reine, elle est nourrie dès le départ par le gelé royal, elle est baignée dedans. D'ailleurs, les ouvrières forment des petites cupelles qui sont beaucoup plus grosses que le reste de la ruche, et dans lesquelles elles peuvent effectivement remplir de gelée royale. Et donc les larves qui baignent dans cette gelée royale peuvent devenir des reines. Et ces reines ont vraiment des caractéristiques très différentes. Elles ont déjà une apparence beaucoup plus grande. Elles vivent de 3 à 4 ans. C'est que les reines qui peuvent se reproduire. Et c'est la reine qui est essentielle pour la structure sociale de la ruche. Elle émet des signaux chimiques, des phéromones, qui sont essentiels pour l'organisation de la ruche. Alors les ouvrières ne vivent que entre 40 jours et 6 mois. Elles ne peuvent pas se reproduire. Elles ont des ovaires extrêmement primitifs, mal formés. Et elles ont plusieurs fonctions. Au départ, toutes les ouvrières sont des ouvrières nourricières ou infirmières, on va les appeler, qui s'occupent des larves et qui nourrissent les larves. Donc, juste pour souligner, donc les ouvrières aussi sont nourries au gelé royal tout au début, mais très vite, au bout de quelques jours, leur nourriture est changée. Elles sont données qu'un mélange de pollen et d'eau, de nectar. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'elles ne développent pas complètement, elles ne développent pas en reine. Donc, elles ont ces fonctions de ménage, de construction, et aussi c'est elles qui cherchent le pollen, c'est elles qui vont butiner, vont voyager. Elles ont en fait des comportements extrêmement complexes qui sont très importants pour justement la capacité de chercher le pollen, le ramener et organiser la manière que la ruche est gérée. Donc ce n'est pas des simples femelles qui n'ont pas eu la possibilité de se reproduire, ce n'est pas des reines réprimées seulement, elles ont quand même d'autres atouts que la reine n'a pas. Et donc ici, c'est juste une liste des différences entre les ouvrières et les reines. Et comme je l'ai dit, elles ont finalement des ovaires extrêmement basiques, les ouvrières par rapport aux reines. La reine, par contre, c'est elle qui va pouvoir produire toute la progéniture des ruches. Et elle fait ça de manière un peu étonnante. Je pense que vous savez tous, en une fois une volée, elle va en fait
retrouver plusieurs mâles et finalement avoir ces œufs fécondés par plusieurs mâles en même temps dans un voyage. Et donc finalement dans la ruche, il y a quand même un certain changement ou mélange génétique. Ça c'est une question très intéressante. Finalement, pas toutes les larves sont identiques génétiquement quand même, mais c'est la nutrition qui domine clairement au niveau de quelle larve va former cette reine. Donc, elles ont aussi d'autres différences importantes. Et comme je l'ai dit, au niveau de leur comportement, les ouvrières sont beaucoup plus complexes au niveau de leur comportement que les reines. La reine, elle sort à peine, elle sort une fois juste effectivement pour cet accouplement avec les mâles. Tandis que l'ouvrière doit avoir une vie assez complexe de ménage et suivie par des voyages pour chercher la nourriture. Donc, pourquoi finalement, qu'est-ce qui est dans cette gelée royale qui fait que la reine devient une reine? Et donc, depuis plusieurs années, maintenant, les gens cherchent à comprendre, et je pense que vous savez tous qu'effectivement, on peut même trouver ça à la pharmacie. Le gelée royal est extrêmement riche en différentes protéines, acides aminés. Une de ces protéines, par exemple, c'est la royal lactine. Et on pense qu'effectivement, ces protéines sont responsables des différences physiques des reines par rapport aux ouvrières. Alors, quand les gens ont comparé l'expression des gènes qui sont exprimés entre ouvrières et reines, ils ont trouvé que plus qu'un cinquième des gènes montrent une expression différentielle entre les reines et les ouvrières. Alors, pourquoi il s'agit de l'épigénétique? Bien, évidemment, nous savons qu'effectivement, cette nutrition au cours du développement donne lieu à un phénotype extrêmement différent, et ce phénotype, en fait, est maintenu de façon stable. Par contre, tout est réversé dans la ligne germinale parce qu'effectivement, la reine peut produire des larves qui sont soit des reines, soit des ouvrières. En tout cas, clairement, avec le même génome, on peut faire deux choses complètement différentes, et la gelée royale doit déclencher ces différences. Et donc, un des composants de la gelée royale qui a été trouvé est, par exemple, la phénylbutyrate, qui est en fait un inhibiteur des acétylases des histones. Donc ça, c'était quelque chose qui, effectivement, intéresse beaucoup les gens. Finalement, est-ce que ce type de composant qui pourrait changer l'activité des gènes? Et l'autre point extrêmement important, c'est qu'il a été démontré que la machinerie de méthylation de novo est clairement équivalente dans un certain sens avec l'impact de la gelée royale. Et je vous illustre ça ici. Donc, je vous rappelle que les méthyltransférases d'ADN sont importants pour déposer la méthylation de novo au cours du développement ou dans la lignée germinale, et aussi pour le maintenir au cours de la réplication. Donc, si vous vous rappelez du dernier cours, DNMT3A et B, c'est les méthyltransférases de novo, DNMT1, c'est la méthyltransférase de maintien. Et donc, en fait, ce qui a été montré, c'est que si on inhibe la méthyltransférase de novo dans les larves en faisant de l'interférence des ARN, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été fait donc, pour éliminer cette protéine au cours du développement, sans donner le gelée royal, on peut produire une reine. Donc, sans avoir recours à tout ce qui est dans ce gelée royal, le simple fait d'éliminer la méthyltransférase fait que le larve va devenir une reine au niveau de sa reproduction et je pense au niveau de ses caractéristiques. Là, c'était un peu moins clair pour moi, mais en tout cas, clairement au niveau de sa capacité de se reproduire et certains aspects morphologiques. Donc tout de suite, ça c'était quelque chose qui a été extrêmement discuté par les épigénéticiens parce que clairement là on avait un changement lié à la nutrition qui pouvait être expliqué par la méthylation de l'ADN. Donc depuis, les gens ont cherché à comprendre qu'est-ce qui change finalement en absence ou en présence des nouveaux méthyltransférases. Il a été montré qu'effectivement, il y a des gènes qui sont impliqués dans des voies de métabolisme et dans la croissance de l'organisme qui étaient affectés. Donc ça, c'était rassurant quelque part.
mais la question était où étaient les cibles finalement de la de novo méthyltransférase qui permettent cette transformation en reine ou pas. Et alors, c'était le séquençage du génome de l'abeille il y a quelques années, en 2006, qui a ouvert la voie aux études épigénomiques pour justement dire, ben voilà, nous savons que la méthylation de l'ADN doit être importante, donc où est cette différence de méthylation entre une reine et une ouvrière? Où se trouvent ces changements? Et alors, plusieurs études ont été publiées maintenant. Ici, je vous montre deux, où les gens ont effectivement regardé le profil global de la méthylation dans les cerveaux de reines ou de ouvrières à des stades larvaires particuliers. Alors, il faut dire que dans cette première étude, en fait, ils n'avaient pas regardé à exactement la même stade larvaire. Et ça, c'était un problème, vous allez voir, parce que par la suite, il y a une publication qui n'a pas trouvé tout à fait le même résultat. Mais en tout cas, déjà, c'était la première étude qui a juste regardé où se trouve la méthylation de l'ADN. Et déjà, c'était une surprise parce que contrairement aux mammifères et aux plantes, il a été remarqué que chez l'abeille, la méthylation ne se trouve pas aux îlots CPG et aux promoteurs, comme, contrairement aux plantes et chez l'homme, ici, comme vous voyez. La méthylation se trouve surtout dans les corps des gènes, là où la transcription a lieu. Par ailleurs, et donc voilà, ça c'est l'abeille, Apis mellifera, et il a été trouvé qu'effectivement, les répétitions, les transposons ne sont pas méthylés non plus. Donc ça, c'était quand même, je pense, une surprise. Les profils finalement de méthylation de l'ADN n'étaient pas tout à fait pareils. Bon, il y avait quand même de la méthylation CPG, hein, comme chez les mammifères, et aussi chez les plantes, mais les plantes ont d'autres types de méthylation aussi. Mais en tout cas, la position n'était pas tout à fait pareille. Et quand ils ont regardé, alors ici je vous montre différents gènes, donc avec des noms totalement inutiles, mais entre ouvrière, W, la reine, Q, et D, drone, en fait c'est le mâle. Ils ont quand même comparé aussi le mâle. Et donc ils ont regardé les cerveaux des différents individus, et ils ont regardé l'état de méthylation. Et comme vous voyez, ils ont trouvé des gènes où finalement le taux de méthylation, donc ici, comment dire ça, une absence de méthylation est en vert, une présence est en rouge. Et ils ont vu des situations où finalement il y a des gènes qui ne montrent pas vraiment des grandes différences entre ouvrières, reines ou les mâles, mais ils ont trouvé aussi d'autres situations où il y a des grandes différences entre la reine, l'ouvrière, et le mâle, ça nous intéresse moins. Mais ici, par exemple, vous voyez un gène qui est extrêmement méthylé chez les ouvrières, mais quasiment pas méthylé chez la reine. Donc, ils ont trouvé plus que 500 régions qui sont différentiellement méthylées. Comme je l'ai dit, c'est à l'intérieur des gènes que cette méthylation différentielle apparaît, contrairement à nos attentes, en fait, que finalement la méthylation était là peut-être justement pour la répression ou l'expression des régions promotrices. Au contraire, les régions promotrices n'étaient pas touchées, mais le corps du gène était touché. Et ce qui était rassurant, c'est effectivement, parmi ces régions différentiellement méthylées, il y en avait plusieurs qui codent pour des récepteurs hormonaux qui sont impliqués dans les changements. Et donc ça, j'ai oublié de le dire. Nous savons qu'il y a des changements au niveau de l'hormone juvénile via les voies de signalisation TOR, par exemple, qui sont importants pour la formation d'une reine, mais il n'était pas connu quel était le lien finalement avec la gelée royale ou la méthylation. Et ici, ils ont trouvé qu'effectivement, ces gènes-là sont bien touchés différentiellement par la méthylation. Donc tout ça, c'était rassurant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là la grande question. Ici, je vous montre juste un cas d'un gène avec cette méthylation différentielle. Donc ici, vous voyez la reine et ici l'ouvrière. Et ce qui a été remarqué, c'est que la différence au niveau de la méthylation ne touche pas le taux d'expression du gène, mais les formes épicées du gène. Donc, chaque gène est composé d'exons et d'introns. Les exons sont les régions qui vont produire la protéine. Et la manière que les exons sont épicés sont
inclus ou exclus a été influencé par l'état de méthylation. Et donc, dans le cas de ces gènes-là, il y a une forme courte que vous voyez ici et une forme plus longue que vous voyez ici. Et la présence de la forme courte ou longue est différente entre l'ouvrière et la reine. Et ça correspond exactement avec la région qui montre une méthylation différentielle. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout récent, depuis 1 ou 2 ans, ou peut-être un peu plus. Nous commençons à réaliser qu'effectivement, il peut avoir un lien entre la méthylation de l'ADN dans le corps d'un gène qui est exprimé et la manière que le transcrit va être épicé. Donc il y a un lien entre la structure de la chromatine du gène, la présence de certains facteurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui fait que parfois certaines parties d'un ARN vont être utilisées au cours de l'épissage et d'autres pas. Et donc ça veut dire qu'effectivement, contrairement à ce qu'on attendait, à une répression-activation via la méthylation, finalement la méthylation peut avoir un impact, peut-être, mais ça n'a pas été prouvé encore. Mais en tout cas, ce qui change, c'est les formes épicées différentes. Donc ces 2 formes épicées vont produire 2 formes différentes de protéines. Ça, c'est quand même très important. Donc effectivement, la nutrition gelée royale, qui peut avoir un impact finalement sur la méthylation, va avoir un impact aussi sur l'expression génique au niveau des protéines qui sont produites, au niveau des formes épicées des gènes qui peuvent être exprimées. Donc voilà la conclusion. Je pense que je viens de dire la même chose, mais la question qui reste quand même très ouverte, c'est à quel point les différences de méthylation qui ont été trouvées dans cette étude sont cause ou conséquence en fait de ces formes épicées différentes. Nous pensons qu'effectivement, il peut avoir un lien extrêmement fort, mais génétiquement, ça n'a pas encore été prouvé qu'effectivement, l'absence de méthylation différentielle de ces régions-là aura un impact sur la manière que les gènes sont épicés. Et je voulais aussi donc, citer cette autre étude parce que, bien sûr, c'est jamais aussi simple. C'est toujours comme ça en recherche. Nous pensons avoir compris quelque chose ou en partie, et puis tout d'un coup, quelqu'un fait une expérience soi-disant semblable, mais on trouve une autre conclusion. Et donc, ce groupe-là a fait quasiment la même expérience. Ils ont pris les cerveaux des reines et des ouvrières et ils ont regardé quelles sont les régions différentiellement méthylées. Et ils n'ont trouvé aucune différence au niveau des larves émergentes entre les ouvrières et les reines. Donc, on peut dire peut-être que c'est une question technologique, parce que les technologies utilisées n'étaient pas forcément identiques, mais en fait, ils ont utilisé 2 technologies différentes, et les autres aussi ont utilisé 2 technologies. La grande différence entre les 2 études, c'était qu'eux, ils ont regardé les ouvrières et les reines qui sortaient juste du stade larvaire, donc c'était le même stade, tandis que l'autre étude a regardé si je me souviens bien, des reines qui étaient 2 ou 3 semaines plus avancées que les ouvrières. Donc ça veut dire qu'effectivement, dans ces 2-3 semaines, peut-être il y a eu des changements au niveau du profil de méthylation qui sont revenus à une situation identique. Donc ça ne veut pas dire que les changements de la méthylation n'étaient pas importants. Je pense que la manip avec la déplétion de DNMT3 a montré qu'effectivement la méthylation est importante. La question c'est quand et comment. Et contrairement à ce qu'on pensait jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la méthylation d'ADN n'est pas si stable que ça comme marque. En fait, elle peut être dynamique, elle peut être rajoutée, propagée, mais enlevée aussi. Et peut-être justement pour cette méthylation qu'on trouve au sein des gènes, pas au niveau des promoteurs, peut-être ce type de méthylation est encore plus labile, peut être encore plus facilement perdu que la méthylation qu'on trouve au niveau des promoteurs des gènes, par exemple sur le X inactif, comme je vous avais décrit il y a quelque temps. En tout cas, clairement, eux, ils n'ont pas trouvé cette différence au stade équivalent, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un moment de différence qui était importante justement pour la distinction entre reines et ouvrières. Par contre, ils ont trouvé quelque chose d'autre. Ils ont regardé, eux, ils n'ont pas juste pris, comment dire ça, ils ont pris des ouvrières qui, à différents stades, qui avaient déjà passé de leur stade nourricière, qui étaient là juste pour nourrir, les jeunes ouvrières sont là juste pour nourrir, et certaines de ces jeunes sortent ensuite pour aller boutiner, pour aller chercher à manger.
et d'autres ne le font pas. Et en fait, ils ont regardé ces différents types d'ouvrières et là, ils ont trouvé beaucoup de différences entre la méthylation. Ils ont même fait une expérience où ils ont fait une transition, ils ont pris une ouvrière qui a fait cette transition de nourricière en chercheuse de nourriture et ils ont reversé en la mettant dans une situation où elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle nourrisse dans la niche et ils ont trouvé qu'effectivement dans la ruche et ils ont trouvé qu'effectivement les changements des méthylations qui sont associés corrèlent dans la moitié des cas avec les mêmes régions. Donc ça veut dire que les différents comportements de ces ouvrières sont corrélés avec les différences au niveau de la méthylation de l'ADN. Donc ce lien entre état de méthylation et comportement est extrêmement intéressant. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études maintenant qui cherchent à utiliser les abeilles qui peuvent avoir des comportements extrêmement stéréotypés, mais qui peuvent être changés comme ça, justement pour voir quel type d'influence par exemple, les narcotiques peuvent avoir sur un comportement, à quel point en fait ça peut être lié avec des changements épigénétiques. Donc il y a un groupe, j'ai vu récemment, qui travaille justement sur les abeilles et qui a publié beaucoup de ces études, qui est en train maintenant de regarder quel est l'impact de la cocaïne sur les abeilles. Alors, je n'ose pas imaginer, mais en tout cas, c'est ce type d'étude qui est faite finalement de manière assez contrôlée parce que nous avons pas mal d'informations au niveau des différents castes, au niveau de leur comportement, leur rôle, et aussi maintenant au niveau de leur méthylome et de leur transcriptome. Donc, voilà, les questions qui restent ouvertes, en fait, sont nombreuses. Malgré tout ce que je viens de vous dire, finalement, on n'a toujours pas compris quels sont les gènes qui sont critiquement touchés ou changés au niveau de leur expression qui sont impliqués dans la formation d'une reine ou d'une ouvrière. Donc clairement, là, il faut plus d'études et je pense que ce qu'il faut surtout, c'est des études comme ce qui a été fait avec la DNMT3, d'interférence ou de manipulation génétique pour montrer que finalement, si on enlève tel ou tel gène ou on le modifie pour que finalement il ne puisse pas être exprimé de manière épicée de la même façon, est-ce que ça va avoir un impact sur la formation d'une reine? Et comme je l'ai dit, la plupart des gènes qui semblent être touchés et qui sont impliqués dans les voies de signalisation TOR et d'autres voies de signalisation. Donc là, effectivement, je pense que les groupes qui travaillent sur ce système sont en train d'essayer de décortiquer finalement les différentes cibles qui ont été trouvées par ce type d'approche. Donc voilà, il reste beaucoup de questions ouvertes, mais je pense qu'effectivement c'est un des systèmes qui est le plus avancé par rapport à ce type d'influence, on va dire, environnementale. Alors l'autre système, et je ne vais pas vous parler, j'ai juste une diapositive sur ça, c'est les fourmis, qui ont aussi une structure extrêmement complexe sociale, extrêmement élaborée. Et alors, il y a beaucoup d'épigénéticiens qui abordent ces organismes parce que, justement, encore une fois, avec le même génome, on peut avoir plusieurs phénotypes différents, plusieurs comportements différents. Alors, récemment, il y a une étude, finalement, de deux types de fourmis, une qui s'appelle Camponotus floridanus et l'autre qui s'appelle Arpegatus saltator. Et dans ce cas-là, les différents membres sont extrêmement dimorphiques. En fait, la reine, vous voyez, est énorme, elle porte des ailes. Les ouvrières, il y en a plusieurs types. Les majeures sont assez grandes, mais pas d'ailes. Les mineures sont beaucoup plus petites. Et donc, dans cette structure de fourmis, une fois que ces changements, que ces formes différentes émergent, elles sont irréversibles. Donc, nous ne savons toujours pas, dans le cas des fourmis, qu'est-ce qui déclenche ce changement. Est-ce que c'est la nutrition? Est-ce que c'est la signalisation? Est-ce que c'est des phéromones ou autre chose? Mais en tout cas, clairement, elles ont des caractéristiques très différentes. Et si si la reine est perdue, en fait, toute la population est perdue. Par contre, il y a dans cette autre population, où vous voyez, l'ouvrière et la reine sont très semblables, mais elles ont des rôles et des comportements très différents. Encore une fois, comme chez les abeilles, c'est la reine en fait qui va donner lieu à toute la progéniture, mais elles sont interchangeables. Donc, si la reine meurt,
une des ouvrières peut se transformer en reine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette transformation? Donc, c'est fascinant de voir comment, à partir d'un individu, on peut changer totalement non seulement de rôle, de phénotype, de comportement. Et donc, les méthylomes ont été regardés, justement, dans ces différentes populations. Et là, ben, c'est un petit peu comme les abeilles. Il y a de la méthylation au niveau des corps des gènes, pas au niveau des promoteurs, encore une fois. Donc peut-être encore lié avec des épissages, des formes épissées différentes des gènes, plutôt que d'un état actif ou inactif. Et ils ont trouvé que, comme peut-être attendu, il y a plus de différence entre les reines et les ouvrières dans cette forme-là de fourmis, parce que justement, peut-être, elles ont des formes tellement différentes, des profils d'expression doivent être quand même différents. Donc il y a quand même plus de différences de méthylome entre ces individus-là que ces individus-là. Mais évidemment, ce qui les intéresse, les chercheurs, c'est de savoir quelle est la mise en place de ce changement qui permet cette différence. Et aussi, dans cette population-là, quand nous voyons un changement d'état ou de rôle, quels sont les gènes finalement qui sont impliqués. Donc voilà, je pense que j'ai fini sur les insectes et je vais passer maintenant à l'autre exemple que je voulais discuter, vous montrer, qui se trouve chez les plantes. Alors, les plantes sont extrêmement... enfin, elles ont un besoin absolu de gérer leur environnement. Je pense que vous le savez tous, c'est évident. Une plante ne peut pas bouger si l'environnement devient inhospitable ou désagréable. La plante reste. Nous pouvons courir, se cacher. La plupart des organismes peuvent bouger d'une manière ou d'une autre, mais les plantes doivent gérer la situation sur place. Et c'est peut-être pour ça, et vous allez entendre plus dans le séminaire, c'est peut-être justement pour ça qu'il y a peut-être plus de phénomènes épigénétiques qui sont mis en œuvre et qui peuvent avoir un lien éventuellement avec l'environnement. Mais même chez les plantes, ce lien avec l'environnement reste, il faut rester extrêmement prudent. En tout cas, un premier point que je voulais souligner, même si je ne vais pas en parler, c'est que une plante qui est dans la nature et ou même dans l'appartement de quelqu'un où le chauffage est mal réglé, elle peut s'adapter relativement facilement et c'est récemment en fait qu'il a été trouvé qu'effectivement, par exemple, le variant d'histone H2A, H2AZ a un rôle clé chez la plante dans des températures plus basses ou plus élevées. Différentes régions du génome sont plus ou moins enrichis avec ce variant. Et ce variant, il a un impact sur la structure, la compaction de l'ADN et il a un impact sur l'expression de certains gènes qui peuvent être plus ou moins exprimés en fonction de la température ambiante. Donc clairement, il y a toute une adaptation avec l'environnement qui est mise en œuvre chez les plantes et qui existe aussi très certainement chez d'autres organismes. Alors, l'exemple que je voulais vous décrire aujourd'hui, c'est cet exemple qu'on appelle la vernalisation, où certaines plantes sont totalement dépendantes sur une période de froid hivernal pour pouvoir passer la période de floraison et de germination appropriée, donc au printemps plus tard. Et donc, nous savons que certaines des plantes qui ont besoin de cette période de froid, comme l'orge ou le blé, sont extrêmement importants et je voulais quand même souligner que de point de vue mondial nutritionnel, ce sont quand même des plantes qui sont importantes et peut-être aussi à souligner, même si ce n'est pas du tout le sujet du cours, les changements climatiques que nous voyons presque sous nos yeux pourrait avoir un impact quand même très important au niveau de ce type de processus de vernalisation. Et pour certaines parties du monde, on peut imaginer avoir un impact catastrophique. Donc, de quoi il s'agit? En fait, comme j'ai décrit ici, dans la nature, le temps de faire quelque chose est absolument essentiel. Et dans certaines plantes, et en particulier, je vais vous parler de Arabidopsis thaliana, qui est une plante modèle, il faut cette période de froid
qui peut durer plusieurs jours, semaines ou mois, mais qui est important justement pour que la reproduction sexuée a lieu correctement et que la plante puisse fleurir et donner lieu, germiner au bon moment, au printemps et à l'été plutôt qu'à l'automne. Donc il y a plusieurs différentes voies qui sont impliquées dans le contrôle correct du moment de floraison des plantes. Et nous savons par exemple, donc ça c'est Arabidopsis, mais nous savons par exemple dans le cas du blé qu'effectivement il y a certains gènes critiques qui sont importants, non seulement pour gérer, pour reconnaître le temps de froid, mais aussi la longueur des journées. Donc ici, je vous illustre en fait finalement le choix ou la décision de produire des fleurs est soumis à plusieurs influences. Donc des hormones aussi, la longueur de la journée, la qualité de la lumière, la température ambiante sont tous des déclencheurs finalement de la floraison. Et il y a aussi une répression de ce processus par l'hiver ou par le froid. Et donc, ce répresseur de floraison, c'est quelque chose qui est maintenant un peu plus compris, étudié. Et ici, je vous montre Arabidopsis avec plusieurs différentes durées de temps à froid, temps à 4 degrés. Donc, c'est des semaines de vernalisation. Donc, ici, vous voyez des plantes qui n'ont pas été mises au froid. Ici, c'est des plantes qui ont passé 3 semaines au froid. Et ici, c'est 6 semaines au froid. Et en fait, comme vous voyez, que les plantes qui ont passé 3 ou 6 semaines peuvent fleurir au bon moment. Donc, en fait, ce phénomène finalement de reconnaissance ou de mémoire de cette période de froid est un cas très classique épigénétique. C'est quelque chose qui est tout à fait quantifiable, qui est réversible parce que à chaque génération, ça doit être remis en place. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais contrairement à ce qui a été proposé par Lysenko. Donc cet état doit être remis en place à chaque génération. C'est stable une fois que c'est établi mitotiquement. Donc en fait, comme vous voyez, c'est exactement les caractéristiques comme le processus de l'inactivation du X dont je vous avais parlé il y a quelque temps. C'est un processus épigénétique avec une héritabilité, mais une réversibilité d'un statut d'expression génique. Et alors, de quoi il s'agit ? Donc maintenant, les généticiens ont identifié le répresseur de floraison. C'est un gène qui s'appelle FLC, ou Flowering Locus C. Et ici, vous voyez l'expression, ça c'est l'ARN de ce gène, hein, après différentes périodes au froid. Et vous voyez que à partir de 0, 1 ou 2 semaines au froid, ce gène, ce répresseur est complètement exprimé. Vous voyez bien le transcrit, le messager est bien présent. Mais comme vous voyez, à partir de 3 ou 4 semaines, il y a une baisse dans l'expression de ce gène. Donc, en fait, cette période de froid va réprimer l'expression de FLC. Et FLC, c'est le répresseur de floraison. Donc, une fois que cette froid a déclenché ce processus, il est maintenu pour tout le reste du développement et sur plusieurs semaines, voire mois, dans la plante. La plante se rappelle de cette situation. Et alors, ici, je vous montre de manière très schématique. Donc, FLC, ce répresseur, est bien exprimé dans une situation sans froid. Après une période de froid, FLC devient réprimé. Et du coup, avec un FLC réprimé, nous pourrions avoir une floraison quelques mois plus tard, au printemps. Alors ici, en fait, on m'a dit, les spécialistes, que ce n'est même pas Arabidopsis. Je suis désolée. Je n'ai pas eu le temps de le changer. Bon, alors, comment comprendre qu'est-ce qui se passe? C'est là la puissance de la génétique. La génétique, ou les généticiens ont fait des cribles pour comprendre finalement quels sont les acteurs, quel type de facteur est impliqué dans ce processus. Donc, ce qu'aime faire un généticien, c'est un crible. Donc, un crible a été fait. Et ici, je vous parle surtout des travaux de Caroline Dean qui m'a très gentiment passé certains de ces diapos. Donc ici, un crible est montré où effectivement, ils ont cherché à trouver des mutants qui n'arrivaient pas finalement à fleurir après une période de 6 semaines de froid.
Et donc parmi les gènes sortis dans ce crible, ils ont trouvé des protéines du groupe Polycom, d'autres protéines associées à la chromatine, des PhD proteins, des protéines qui s'associent spécifiquement à l'ADN et aussi d'autres protéines chromatiniennes, HP1, qui, si vous vous rappelez, est une protéine qui s'associe à H3K9 triméthylé. Ou en fait, chez les plantes, ce n'est pas tout à fait le même. HP1 est un homologue qui s'associe plutôt à H3K27 triméthylé. En tout cas, ils ont trouvé plusieurs protéines qui pourraient avoir un rôle, ou qui doivent avoir un rôle dans ce processus. Et ici, je vous montre de manière très schématique la compréhension aujourd'hui de la régulation de ce gène FLC. Donc, dans une situation sans foie, le gène FLC est bien exprimé. Vous voyez ici son promoteur. Il y a un antisens à FLC, vous allez voir, ça va vous rappeler un petit peu tout ce que j'ai raconté au niveau de l'inactivation du X, au niveau des gènes soumis à l'empreinte. C'est encore un mélange entre Polycom et des ARN non codants. Donc voilà, FLC est exprimé, le répresseur va réprimer donc la floraison. Et donc avant le froid, il y a une association avec des protéines du groupe Polycom, PRC2, que vous voyez ici, tout au long du gène, mais pas associées avec un enrichissement d'H3K27 triméthylé, comme nous le voyons d'habitude quand Polycom s'associe. Donc, il y a un niveau basal ou d'une forme, je dirais, basique de ce complexe Polycom qui est associé, mais qui n'a pas encore mis en place les modifications des histones associées avec Polycom. Et donc, cet ARN antisens est présent à un bas niveau. Ici, je vous montre en fait la constitution de Polycom, les protéines équivalentes. Pour ceux qui se rappellent, hein, il y a EZH2, ESC et SUS12 qui forment la partie, comment dire ça, basique ou enfin critique de PRC2. Alors, avec l'adduction du froid, ce qui a été remarqué, c'est que la transcription antisens couvre toute la longueur du gène. Et c'est à ce moment-là, nous avons encore de la transcription sens d'FLC, mais il y a une transcription antisens qui apparaît aussi. Donc les parallèles peuvent être aussi faits avec ce que je vous avais montré pour XIS-TCX ou pour R et IGF2R et puis d'autres locus. Mais le rôle exact de Couler, cet antisens, n'est pas encore tout à fait compris. En tout cas, ce qui se passe, c'est que pendant la période de froid, ce que nous voyons, c'est qu'effectivement, il y a des nouvelles protéines Polycom qui sont associées avec PRC2, donc, et des protéines avec des PhD domains, donc qui ont été sorties dans le crible, qui devient associées avec FLC et qui justement sont corrélées avec son état d'inactivité progressif. Et il y a une propagation, une présence plus enrichie d'H3K27 triméthylé maintenant. Donc pendant cette période qui dure plusieurs semaines, effectivement, nous voyons un enrichissement de ce complexe-là et la propagation de la marque H3K27 triméthylé. Il y a aussi un autre ARN non codant qui a été décrit, Calder, pour être le partenaire de Couler, mais Calder, qui a été proposé comme étant impliqué dans le recrutement de cette forme de Polycom. Mais je pense qu'il faut rester prudent au lien exact aussi. Mais en tout cas, vous voyez, il y aura au moins deux ARN non codants et Polycom qui sont impliqués dans la mise en place de cet état stable d'inactivité. Et une fois que la période de froid est terminée, cet état est maintenu. Donc nous avons le locus entièrement couvert de la marque H3K27 triméthylé et associé avec ces protéines Polycom. Donc c'est un état, comme je l'ai dit, extrêmement stable qui peut être maintenu pendant plusieurs mois. Et donc, c'est cet état inactif d'FLC qui permet la floraison au bon moment, quand il y a les journées de la bonne longueur et avec un soleil adéquat pour que la floraison soit déclenchée. Alors, ici, je vous montre un résumé de ce que je viens de dire avec FLC, son expression, son antisens, l'enrichissement progressif de Polycom. Et ce qui est important, je pense, de savoir, c'est que ce locus est au cœur de ce processus de vernalisation
mais cette plante, elle se trouve un peu partout dans le monde. Donc comment finalement, avec des climats très très différents, on arrive à adapter ce type de processus? Et ça, c'est la question qui est en train de occuper actuellement les scientifiques comme Caroline Dean. À quel point finalement la variation entre les différentes accessions de Arabidopsis peuvent nous indiquer comment ce processus peut être adapté aux différents climats où cette plante se trouve. Et à quel point finalement les différents aspects de ce processus sont soumis à des changements de séquence. Et en fait, même si ces études sont toujours en cours, clairement, il y a des séquences régulatrices qui vont avoir un impact et sur le sens et l'antisens, et peut-être aussi sur la liaison exacte de polycom au niveau de ces gènes, qui peuvent influencer finalement le timing et la nature exacte de la vernalisation entre ces différentes plantes. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'être exploré. Mais malheureusement, nous ne savons toujours pas, enfin moi en tout cas, je ne sais pas, quel est le lien entre la température et ce changement. Finalement, pourquoi le froid va induire ce processus? Est-ce qu'il y a un facteur de transcription particulier qui est exprimé dans ce type dans la situation de 4 degrés qui permet l'expression de l'antisens ou qui permet la répression du sens? Ça, c'est pour l'instant encore inconnu. En tout cas, ici, vous voyez un processus totalement dépendant de l'environnement qui est finalement influencé et qui peut être mis en place et maintenu de manière stable, mais qui peut aussi varier en fonction de l'habitat de la plante autour du monde. Donc, dans les dernières quelques minutes, je vais commencer la discussion sur les mammifères. Alors, ça peut être vaste, mais comme ça peut être court, parce que le message final chez les mammifères, c'est que vraiment, nous savons très très peu sur l'impact de l'environnement sur les changements épigénétiques et à quel point les changements épigénomiques qui sont vus sont finalement associés ou responsables des phénotypes qu'on peut voir dans différentes situations. Et aussi cet aspect-là, ce sujet-là, je vais le continuer dans le cours de la semaine prochaine. Donc je vais commencer et on va voir jusqu'où je vais aller, mais en tout cas, pour ceux qui sont très intéressés par cet aspect-là, ne vous inquiétez pas, je reviens dessus aussi la semaine prochaine. Donc, juste pour illustrer le fait que finalement, au cours de notre vie, nous subissons différentes influences environnementales. Donc, au cours du développement précoce, l'environnement est relativement protégé, en tout cas chez les mammifères. Donc, il y a évidemment l'environnement, on peut le considérer comme étant les communications entre cellules. Les échanges entre cellules ont une importance évidente pour l'élaboration du plan de l'embryon. La signalisation, effectivement aussi, avec des voies de signalisation qui sont essentielles pour mettre en place le programme d'expression correct au cours du développement. La signalisation via des hormones devient importante plus tard dans la vie. Et ensuite, évidemment, il y a aussi l'impact de l'environnement de tout type qui est moins important au début du développement peut-être, mais on va revenir sur ça, mais clairement peut avoir un impact plus important dans l'adulte qui est exposé à tout un tas de différents changements. Alors, un point que je voulais souligner, je reviens à Waddington. Waddington avait donc déjà proposé qu'avec son paysage, que finalement la bille qui finalement représente les choix faits au cours du développement, elle peut avoir plusieurs choix, mais une fois elle est lancée dans une vallée, la cellule ne peut pas revenir en arrière si facilement. Et donc justement, il a même proposé cette notion de canalisation, de tamponnage finalement d'un état d'une cellule pour qu'elle ne revienne pas forcément en arrière, même quand elle subit des changements environnementaux ou des variations environnementales au cours de route. Donc ça, c'est un point que je vais encore toucher la semaine prochaine. Mais nous pensons qu'effectivement, chez les mammifères, il n'y a pas énormément de variations qui peuvent avoir lieu. L'embryon, en tout cas pour les mammifères vivipares, est assez protégé in utero, dans l'utérus.
Et nous savons aussi que, par exemple, les phénomènes comme l'inactivation du X et l'empreinte, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on le sait, mais on imagine qu'ils sont, qui sont finalement des cas classiques d'épigénétique, sont extrêmement résistants à des changements environnementaux. Et donc ça, effectivement, on peut essayer de les perturber, et ils ne sont pas si facilement perturbés que ça. Donc reste la question, finalement, à quel point l'environnement a un impact sur le développement précoce ou moins précoce de l'embryon. Mais je pense que maintenant c'est clair que la nutrition et les influences maternelles au cours de l'embryogenèse peuvent avoir un impact quand même sur le fœtus et même sur sa lignée germinale. Et donc du coup, on peut avoir des influences, des changements qui pourraient être appelés épigénétiques entre générations et peut-être même à plus long terme. Mais ça, c'est vraiment une question, je dirais, extrêmement ouverte encore chez les mammifères. Donc ici, je vous ai déjà montré cette diapo, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement le développement est chez les mammifères maintenant. Voilà le paysage de Waddington avec des voies de signalisation, des facteurs de transcription qui sont activés ou inactivés au cours de ce processus et des changements au niveau des marques de la chromatine, par exemple les phases de déméthylation de l'ADN et de réméthylation dont je vous avais parlé longuement dans mes précédents cours. Tout ça est mis en place progressivement. Et donc la question à quel point finalement tout ça pourrait être susceptible à des changements. Et nous savons effectivement que ces transitions épigénétiques sont critiques pour le développement parce que quand on perturbe les acteurs comme les méthyltransférases, on voit qu'il y a des défauts majeurs dans la mise en place et le maintien de certains états. Et nous savons aussi qu'effectivement on peut perturber ces états épigénétiques avec la nutrition ou avec d'autres types de signaux. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, je dirais, qui est en train d'être exploré actuellement et sur lequel je vais revenir un peu plus la semaine prochaine. Alors, un point que je voulais quand même souligner, parce que c'est une question, je pense, qui fascine tout le monde. Et comme chez les abeilles, nous avons les ouvrières et les reines, on peut dire, ben voilà, chez les mammifères, on peut étudier des jumeaux pour voir à quel point finalement les jumeaux sont identiques et à quel point les jumeaux divergent, soit au début, soit plus tard dans leur vie, et à quoi est due cette divergence si elle a lieu. Et alors, des études ont été faites, maintenant plusieurs études, où les transcriptomes et les épigénomes commencent à être étudiés dans des jumeaux. Et il a été remarqué qu'effectivement, au niveau de la méthylation de l'ADN, les génomes au début de leur vie sont extrêmement similaires, mais il y a de plus en plus de changements au cours de route. Et en fait, on appelle ça du epigenetic drift, donc c'est, alors je ne sais pas comment le dire en français, drift, dérive, voilà, c'est ça, des dérives épigénétiques au cours de la vie. Et qui peut être soit dû à des influences environnementales, évidemment, soit aussi à des changements spontanés. Donc on peut avoir des erreurs au cours de la réplication des cellules où finalement la méthylation, le profil de méthylation est plus ou moins bien mis en place. Et donc effectivement, ce type d'erreur peut être propagé et il y a de plus en plus de chances que ce type d'erreur a lieu et peut être retrouvé dans les gens, dans les jumeaux âgés. Alors, récemment, je ne vais pas vous montrer cette étude, mais je trouve une belle étude a été publiée très récemment où les méthylomes ont été mesurés dans des populations, dans des individus de 19 ans à 101 ans pour voir à quel point les méthylomes changent. Et ils ont trouvé qu'effectivement, il y a des gros changements, que ces changements des méthylomes corrèlent bien avec les changements d'expression génique. Il y a des différences entre hommes et femmes, donc les changements liés au vieillissement sont plus rapides chez les hommes que chez les femmes. Et aussi, ils ont regardé même dans les tumeurs comment les méthylomes changent et ils ont trouvé qu'effectivement, les tumeurs qui se divisent de manière incontrôlée ont des méthylomes qui ressemblent au vieillissement beaucoup plus rapide que des cellules normales ou des individus normaux. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage effectivement de regarder cette étude qui, pour moi, représente le début de ce type d'analyse de nos épigénomes, pas que le méthylome, mais d'autres modifications maintenant peuvent être
étudier pour voir à quel point finalement, avec l'âge, certaines régions de notre génome changent au niveau de leur état chromatinien et éventuellement d'expression. Alors, je pense que je ne vais pas vous ennuyer, pas rentrer dans les détails de tous les différents polluants auxquels on peut être exposé. Je pense que vous en connaissez pas mal. Mais je voulais quand même illustrer un exemple, ou quelques exemples. Donc, par exemple, le bisphénol A, les phtalates et la vinclozoline, en fait, ce sont des substances que nous trouvons autour de nous, dans par exemple, les bouteilles en plastique sont très souvent ont des traces de bisphénol A présentes. Des phtalates sont présents dans différents types de plastiques, de colle, etc. Et la vinclozoline est un pesticide trouvé dans l'agriculture. Et tous ces produits sont connus pour interférer avec des voies de signalisation hormonale et peuvent avoir un impact sur la croissance, la différenciation et sur les caractéristiques secondaires. Et en particulier, nous pensons que ces types de produits chimiques peuvent avoir un impact sur les androgènes et les estrogènes et ont un effet sur justement la différenciation sexuelle. Alors, à quel point on peut appeler ça de l'épigénétique? Donc, je vais revenir sur ça dans un instant. L'autre influence, si on revient sur l'histoire des abeilles et la nutrition, à quel point finalement ce que nous mangeons peut aussi influencer notre épigénome et peut avoir un effet éventuel sur l'expression de nos gènes. Et ici, je vous montre de manière très simpliste les voies métaboliques qui sont liées à la méthylation, que ce soit de l'ADN ou des histones. Donc, il y a la voie qui arrive à la production du SAM, de S-adénosylméthionine, dont je vous avais parlé lors du premier cours, qui est justement le substrat essentiel pour la production de la méthylation au niveau de l'ADN, mais aussi au niveau des protéines comme les histones. Et clairement, la production de SAM est très influencée par ce que nous mangeons. Parce que finalement, au niveau des folates, la méthionine et la choline, ce que nous mangeons a une influence extrêmement importante sur ces voies métaboliques. Et donc finalement, ici, je vous montre le type de nutrition qui apporte les folates. Je pense que vous le savez tous, hein, les légumes et aussi au niveau de la méthionine, les produits laitiers, merci, et les noix et les poissons. Donc finalement, ces produits peuvent vraiment avoir un impact sur la quantité de SAM et de la méthylation éventuelle au cours du développement et au cours de notre vie. Et vous allez voir la semaine prochaine, dans un des cas ou quelques cas d'effets épigénétiques transgénérationnels, nous savons que ce type de nutrition peut affecter le degré à laquelle on va voir ce type de changement de méthylation de tel ou tel gène d'une génération à l'autre, en fonction de la nutrition de la mère, par exemple. Donc voilà, je pense que ici, je vais laisser ça pour la semaine prochaine, et l'épigénétique et le cancer aussi. Et je vais terminer avec cette diapo, où je voulais juste souligner que finalement, pour les études, surtout chez les mammifères et surtout chez l'humain, nous avons beaucoup de corrélations, des changements épigénétiques ou épigénomiques qui sont identifiés, qui sont décrits, qui sont publiés. Mais un point que je voulais vraiment souligner, c'est à quel point est-ce que ces changements qui ont été identifiés grâce aux nouvelles technologies sont réellement des changements épigénétiques dans un sens héritable, même pour quelques divisions cellulaires, ou à quel point il s'agit simplement des changements d'expression génique qui peuvent être plus ou moins stables. Donc la régulation génique n'est pour moi pas de l'épigénétique, mais donc il faut... C'est peut-être une partie de la confusion dans le domaine. Quand les gens disent environnement, immédiatement, ils pensent à l'épigénétique. En fait, il faut penser à la régulation des gènes, comment les gènes sont régulés, et dans certains cas, à quel point la régulation génique peut être propagée. Il peut avoir une mémoire d'un état qui est propagée soit au cours d'une vie, soit d'une génération à l'autre. Donc pour moi, il faut quand même distinguer ces deux notions-là.
Et il faut aussi souligner le fait que la plupart des changements épigénomiques qui ont été décrits chez les mammifères ne sont pas encore causales. Nous savons qu'ils sont associés au développement, à l'âge, au comportement ou à la pathologie, comme dans le cancer, mais c'est très difficile de prouver qu'effectivement ces changements sont cause plutôt que conséquence ou corrélation. Et c'est là effectivement où maintenant, de point de vue génétique, il faut pouvoir attaquer ces questions quand c'est possible dans des modèles, des systèmes modèles, ou aussi utiliser des cohortes et des quantités de données suffisamment importantes que les tests statistiques puissent réellement pointer le doigt à tel ou tel changement étant corrélé à comment dire ça, avec une efficacité ou une telle, comment dire ça, oui, une efficacité qui permet de proposer un éventuel lien causal. Et donc, un des points peut-être sur lequel je voulais terminer, c'est pour pouvoir tester à quel point les changements épigénétiques sont cause ou conséquence et à quel point l'environnement est impliqué dans un phénotype donné, il faut avoir les outils pour le faire. Non seulement les outils pour lire les changements épigénétiques ou épigénomiques, mais aussi les systèmes modèles qui nous permettent de poser les questions fonctionnelles. Et c'est pour ça que les modèles de laboratoire, par exemple la souris, ou les plantes comme Arabidopsis, dont vous allez entendre parler dans un instant, sont extrêmement importants parce que un point qui est toujours là pour ajouter de la confusion, c'est finalement l'impact ou la contribution des polymorphismes, des variabilités dans la séquence. Donc, comme je vous avais dit, les approches épigénomiques nous permettent de distinguer des allèles, mais l'impact d'un changement d'expression de gènes peut être aussi bien dû à un changement au niveau de la séquence qu'à un changement au niveau de son état de la chromatine. Donc en fait, pour vraiment poser la question de l'impact de l'épigénétique ou du lien entre l'épigénétique et l'environnement, il faut avoir des individus qui sont génétiquement identiques pour pouvoir éliminer cet aspect de la variation. Et il faut pouvoir disséquer les effets de changement environnemental spécifiquement. Donc on peut faire ça dans un laboratoire avec des souris ou aussi avec les plantes dans des serres, où on peut poser la question, est-ce que telle influence environnementale affecte tel ou tel profil d'expression génique, et à quel point finalement le moment où le changement où le signal environnemental a lieu, à quel moment finalement est-ce que c'est important pour soit le développement de l'organisme, soit pour son phénotype. Et le dernier point qui est aussi très important, comme je l'ai montré pour les changements liés à l'âge, c'est qu'il y a des changements stochastiques qui sont toujours présents, et la part de ces changements stochastiques dans un phénotype donné et le lien entre les changements environnementaux et ces changements stochastiques au niveau d'un état de chromatine, par exemple, doit aussi être décortiqué. Et c'est que dans des systèmes modèles comme la souris, les plantes et d'autres que nous pouvons vraiment dissocier ces différents aspects et tirer des conclusions finales. Donc voilà, je vais arrêter là et je vais maintenant passer la parole à Vincent Collot, qui va faire un séminaire en français et qui reprendra certains aspects que j'ai mentionnés au cours de ce cours. Donc voilà, restez si ça vous intéresse.